Salut à tous et bienvenue sur Ladbike. Aujourd'hui, je vais vous parler des normes pour l'équipement moto puisque j'ai fait quelques recherches récemment dans le but de renouveler mon équipement personnel et je me suis rendu compte de pas mal de lacunes déjà de ma part et aussi en fait de fausses conceptions et de problèmes qu'il y a avec les normes et les non-normes autour des équipements moto. On va peut-être commencer par le plus simple au niveau de la norme. Puisqu'ils ne sont pas dans la norme des équipements de protection individuelle habituels, c'est les casques. Le casque de moto, il est régi par une norme qui s'appelle ECE 22-05. Et puis, cette norme, on peut normalement la trouver dans la jugulaire. On va y trouver un marquage E2, par exemple, dans celui-ci, puisque c'est un casque de fabrication française, donc E pour Europe et donc la norme ECE 2205, et 2 puisque c'est la France qui a délivré l'autorisation de normaliser ce casque. Ensuite, dans le code barre, les premiers chiffres sont 0,5 pour 2205. Les autres chiffres concernent le fabricant et ce qu'il veut mettre par rapport à son numéro de série, etc. Au-delà de ça, de ce que j'ai pu trouver, les casques, on peut les trouver dans une normalisation qui s'appelle SNEL, en plus du ECE 2205. SNEL, c'est pas mal, c'est une normalisation américaine pour les circuits, en fait. Donc c'est pas vraiment une norme pour la route, mais ça garantit un niveau de protection maximal au niveau de la tête. Après, il y a d'autres petites choses qui sont pas mal d'avoir sur un casque. Tout d'abord, le système de fermeture en double D, qui est réglable à chaque utilisation, puisqu'on va, chaque fois qu'on met le casque et qu'on ferme la jugulaire, on va régler correctement le casque par rapport à notre forme du jour. On sait tous que certains jours, on mange un peu plus ou on gonfle un peu parce qu'il fait chaud, on transpire, donc la jugulaire est trop serrée. Et si on a juste une jugulaire à cliquer, elle est réglée toujours la même chose. Et certains jours, elle sera peut-être trop lâche, tandis que d'autres jours, elle sera trop serrée et pas confortable. Donc pour un meilleur niveau de confort et de sécurité, le double D, c'est pas mal. Ensuite, certains casques, celui-ci n'en a pas, ont des coussinets qui ont une attache en cas d'urgence. Donc on trouvera deux petites straps rouges en bas des coussinets des joues. Et ça, c'est pas mal en cas d'accident. Ça veut dire que les services d'urgence peuvent défaire ces straps pour défaire vos coussinets et vous enlever le casque plus délicatement. S'ils ont une suspicion, par exemple, que vous avez une atteinte au niveau des cervicales, ça peut être pas mal pour les aider à enlever le casque sans vous bouger. Ce qui est bien aussi, que presque tous les fabricants proposent maintenant, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est que les intérieurs du casque soient démontables et lavables, puisque en été, qui est principalement la période à laquelle on pratique la moto, on va transpirer dans notre casque et puis au bout d'un moment, ça sent peut-être pas forcément très bon ou c'est plus très frais et c'est agréable de remettre un casque propre sur la tête de temps en temps. Il faut savoir qu'un bon casque intégral, il va faire environ 1400 grammes. Suivant les marques et suivant le confort qu'ils proposent, le 1400 grammes paraîtra plus ou moins et suivant les casques, un casque plus lourd pourra paraître tout autant confortable qu'un casque plus léger. Par exemple, le rouge ici est en fibre de carbone. Il était confortable quand il était neuf, il s'est un peu tassé et est devenu moins confortable avec le temps, mais il a toujours été très bruyant parce que c'est un casque en fibre de carbone. Celui-ci, par contre, il est en fibre de verre, il est beaucoup plus lourd, mais il est tout autant confortable parce qu'il est mieux conçu, il a une meilleure aérodynamique et il est beaucoup plus silencieux en plus pour couronner le tout. Ensuite, pour ce qui est des tailles de casque, certains fabricants économisent beaucoup d'argent en proposant un casque qui va couvrir trois tailles comme celui-ci, mais avec la même coque extérieure. Ça veut dire que ce qui change, c'est la densité de l'intérieur. Ce casque, la coque extérieure fait S, M et L, alors qu'en réalité, l'intérieur change simplement, et ça veut dire que le L, il a beaucoup moins de mousse autour de la tête que le S. Je pense pas que c'est une bonne chose, et les fabricants qui font des casques un peu plus haut de gamme proposent une taille de casque de calotte extérieure pour une taille intérieure, ce qui est plus calibré et beaucoup plus juste et vous protège toujours du coup au niveau optimal. Vous n'avez pas trop de mousse dans laquelle votre tête peut tourner et vous n'avez pas assez de mousse dans laquelle votre tête va taper. Donc vérifiez ça aussi. Ensuite, vient la question des visières solaires intégrées. Certains casques ont une visière rabattable à l'intérieur.
Personnellement, je ne suis pas pour parce que ces visières, elles ont déjà besoin d'un logement pour un mécanisme et un logement pour la visière à l'intérieur du casque. Et ça, c'est tous des endroits où il n'y aura pas de mousse pour vous protéger. C'est pas forcément mauvais, mais ça affaiblit théoriquement un peu le casque. Voilà. Pour ce qui est des casques, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je vous propose de passer du coq à l'âne, on va passer de la tête aux pieds. Donc, si on parle des bottes maintenant, les bottes, elles sont régies par une autre norme. Et puis, cette norme, c'est la EN 13634, qui est déclinée ensuite en plusieurs niveaux. Typiquement, ça, c'est une 13634 niveau 2. Ça veut dire que la botte a été conçue pour résister à des impacts de déchirure et de perforation, mais aussi à un glissement de 8 secondes, ce qui est beaucoup. Alors qu'une niveau 1, elle aurait été conçue que pour une résistance à l'abrasion pendant 4 secondes. Après, au niveau des bottes, il faut juste voir un peu la conception globale. Des grandes marques comme celle-ci proposent des bottes de qualité, certes, en cas de chute. Après, moi, je suis un petit peu déçu. Je les ai portées pendant environ 15 000 km. Et puis, la pièce au niveau du renfort pour le sélecteur de vitesse, elle est déjà bien bouffée. Ce qu'on peut encore préciser pour les bottes, c'est que les bottes d'une pointure inférieure à 36 doivent être minimum montantes de 162 mm et les bottes d'une pointure supérieure à 45 doivent être montantes de 192 mm. Donc entre 16,2 cm et 19,2 cm, ça sera des bottes homologuées. Tout ce qui est basket, etc., c'est à bannir et c'est plus des bottes de moto, c'est plus homologué 13634. Je vais vous parler maintenant des gants. Les gants, c'est pas non plus beaucoup plus compliqué que les bottes. C'est une norme européenne, donc EN 13594, qui régule les gants. Par contre, on n'en trouve pas souvent des gants homologués. Par exemple, ces gants-là, ils ont un autocollant, enfin un sticker CE, comme je vous le montre ici. C'est des gants d'un grand fabricant qui produit du matériel de qualité, mais ils sont juste CE. Donc en fait, ça veut dire qu'ils ne répondent pas à la norme. Ils n'ont pas été normés 13594. Ils sont en fait juste un équipement de protection individuelle selon la norme européenne 89 686. Ça veut dire que ce n'est pas des gants de moto, ça pourrait être des gants de jardin, selon cette norme-là. Ça veut dire que ils ont certainement préféré pas faire d'homologation parce que ça coûtait trop cher. Ça ne défait pas la réputation du gant, c'est un bon gant, en cuir de kangourou, enfin c'est de la qualité, mais il n'est pas officiellement homologué comme gant de moto. Donc après, il faut aussi avoir un petit peu de jugeote et puis faire la part des choses. Clairement, il est destiné à faire de la moto. Clairement, les renforts qu'ils ont mis au niveau des scaphoïdes pour pas qu'on se casse la main en chutant, c'est bien fait, c'est bien construit. Le cuir, il est bien cousu. Il y a une bonne résistance à l'abrasion offerte par la qualité des matériaux présents. Et le gant, il va tenir le choc. Par contre, c'est quand même un truc à noter, si ça vient d'un fabricant qui est moins sérieux et que le truc est juste étiqueté CE, mais qu'il n'y a pas une spécification de quelle norme est utilisée pour le certifier CE, et ben en fait, ça peut être juste un équipement de protection individuelle niveau 1, donc c'est-à-dire que le fabricant peut certifier lui-même comme conforme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilisation particulière, ce n'est pas un gant de moto. Et ça, c'est important de le savoir. Les gants, ils ont deux niveaux de spécification, enfin deux niveaux de résistance proposés. Il y a le niveau 1 qui doit résister 4 secondes à l'abrasion et le niveau 2 qui doit résister 8 secondes à l'abrasion. Pour les gants, il y a deux niveaux de protection et deux familles. Il y a tout d'abord le niveau 1 qui peut être un gant plutôt ce qu'on dirait d'été, qui n'aura pas de manchette à l'arrière. Il doit y avoir, la seule condition, il doit y avoir 1,5 cm entre la base du pouce et l'arrière du gant. Le niveau 2, lui, il doit avoir une manchette d'au moins 5 cm depuis la base du pouce et des protections sur le dessus. Et en plus de ça, après les deux familles, il y a ceux qui ont des protections articulaires pour les doigts et ceux qui n'en ont pas. Donc c'est pas obligatoire dans les deux cas, il faut que ça soit spécifié. Passons maintenant aux habits de moto. Alors là, ça se corse encore un petit peu, puisque en fait les habits devraient être normalisés EN 17092, mais il y a une ancienne norme en vigueur qui était
très peu appliquée puisqu'elle s'appliquait que pour les vêtements de professionnels en moto. Cette norme, c'était la EN 3595. Mais celle qui fait foi maintenant, c'est la 17092. Et cette norme, elle régit donc les vêtements de moto, s'ils ont été testés à l'abrasion ou pas. Et elle se décline en 5 niveaux de qualité pour ces vêtements, triple A, double A, A, B et C. Les vêtements B et C, personnellement, je les déconseille absolument. C'est des vêtements qui n'ont pas l'obligation d'être testés à l'abrasion et ils n'ont pas non plus l'obligation d'avoir des protections aux épaules, aux coudes, aux genoux et aux hanches. Ensuite, le vêtement A, double A et triple A, ils ont en fait tous l'obligation d'avoir des protections genoux, hanches, coudes et épaules. Par contre, ils ont différents niveaux de résistance à l'abrasion dans ces zones-là. Il y a 3 zones définies pour ces vêtements. Les zones 1 sont justement les fameuses zones renforcées, donc genoux, hanches, coudes, épaules. Et ces zones-là doivent résister pour le vêtement A à 1 seconde d'abrasion, c'est-à-dire un choc, enfin une glissade d'environ 45 km à l'heure. Le vêtement classifié AA doit résister à 2 secondes d'abrasion, donc une chute environ à 75 km à l'heure, tandis que le vêtement triple A, lui, devra résister à 4 secondes d'abrasion, donc une chute environ à 120 km à l'heure. Après, ces chutes sont seulement en zone 1, donc moi j'aurais aimé qu'ils incluent le fessier là-dedans, puisque personnellement, les 2 fois où j'ai glissé sur les fesses. Donc les fesses ont été reléguées en zone 2, et donc ça veut dire que certains vêtements seront insuffisants à ce niveau-là. Méfiez-vous, par exemple, un jeans de moto qui soit vraiment bien doublé au niveau des fesses, puisque vous avez quand même beaucoup de chances de glisser à cet endroit-là. Après, chacun fait comme il veut, mais je trouve que la norme est légèrement insuffisante à ce niveau-là. La zone 3, elle, couvre plutôt tout ce qui est membre intérieur, donc l'intérieur des bras, l'intérieur des jambes et le torse, qui sont effectivement les zones où on ne va pas spécialement glisser. En général, on glisse plutôt sur le dos et les fesses, qui sont les zones 2 justement. Après, il faut se méfier dans les habits, il y a toujours une étiquette qui vous dit comment vous pouvez le laver, etc. Et il y a en général la composition des vêtements. Et tout ce qui est polyuréthane, donc PU, il faut s'en méfier puisque c'est un textile synthétique qui aime beaucoup fondre et qui va venir fondre sous votre peau en cas de glissade. Donc s'il y en a plus que 20% de PU, de polyuréthane, faites attention, c'est pas un vêtement à choisir. Dans le cas de cette veste, par exemple, et ça va me permettre de passer à la suite, cette veste, elle n'est pas normée EN 17092, mais il y a une étiquette CE qui dit EN 16211. Et quand j'ai acheté cette veste, je me suis dit, bah nickel, elle est certifiée CE, c'est tout bon. C'est encore pire à l'intérieur de la veste, parce qu'en fait, à l'extérieur de la veste, on peut croire que, bon, il y a au moins des protections normées EN 16211, mais à l'intérieur de la veste, il y a une jolie étiquette et c'est marqué vêtements prédisposés pour la mise en place de protecteurs CE. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas forcément des protections CE dans la veste. Et ça, c'est juste l'horreur parce que ça sème le doute sur la qualité du vêtement. Donc il n'a pas été testé à l'abrasion. Et en plus de ça, à l'extérieur de la veste, c'est marqué qu'il y a des protections CE normées. Mais à l'intérieur de la veste, c'est marqué qu'il y a des poches pour des protections. Donc les protections qui sont dedans, c'est des vulgaires bouts de mousse ou c'est des vraies protections? Bonne question. Après, je suis tombé avec cette veste. Elle a tenu le coup, le cuir est griffé, les coutures n'ont pas pété, les protections ont encaissé le choc. Je ne me suis pas fait mal. Donc je pense qu'elle est quand même bien. Mais elle n'est pas théoriquement prédisposée à être une veste de moto. Voilà. Ce qui me permet de passer à la suite, en fait, tout ce qui est équipement de protection, donc des chocs pour coudes, épaules, hanches et genoux, c'est justement cette fameuse norme EN 16211. Et puis, donc, il y a à l'intérieur de cette norme 2 niveaux de protection en fonction de ce que les protections peuvent absorber comme choc. Donc, et puis surtout vous rendre comme choc après un impact. Les tests sont faits de la manière suivante. On lâche un poids de 5 kg d'une hauteur de 1 mètre et on mesure qu'est-ce que la protection rend de l'autre côté. Donc une protection de niveau 1, donc EN 16211 niveau 1, va rendre à l'arrière de la protection après l'impact 35 kN
tandis que la protection de niveau 2 va rendre seulement 20 kN pour répondre à la norme. Passons ensuite aux protections dorsales qui sont presque la même norme, mais c'est EN 1621-2 et ensuite aussi décliné en deux niveaux de protection. Donc les protections dorsales de niveau 1, EN 1621-1 level 1, ou juste pas spécifié, ça sera une level 1 si c'est pas spécifié. Elle doit rendre un maximum de 18 kN pour un impact. Mais honnêtement, c'est des protections, souvent elles sont petites, elles sont faites pour être glissées dans les poches à l'arrière des vestes. Et c'est pas forcément ce que j'achèterais parce qu'elles couvrent une trop petite partie du dos et surtout pas le haut du dos qui est la partie importante pour pas vous rendre tétraplégique ou paraplégique en cas d'impact. Après, ça fait pas tout non plus, mais tant qu'à avoir une protection dorsale, autant en avoir une qui couvre le maximum. J'ai acheté moi ce gilet que je trouve bien. Après, il y a aussi les versions avec bretelles et ventrale à scratch. C'est la même chose, ça marche très bien. Le gilet est juste pour moi plus confortable. Celle-ci, c'est donc une dorsale de niveau 2, donc EN 1621-2, level 2. C'est spécifié puisqu'en fait, elle doit justement ne pas rendre plus que 9 kN après impact. Et du coup, elle couvre justement cette zone élargie du dos, quasiment depuis les vertèbres cervicales jusqu'à quasiment le coccyx. Vient ensuite les protections pour le thorax, qui sont, elles, un tout petit peu différentes. C'est la norme EN 1621-3 qui régit ça. Et la protection thoracique, elle doit rendre un impact, mais elle doit aussi le diffuser en pourcentage. C'est-à-dire qu'en fait, la protection thoracique de niveau 1 et de niveau 2, les deux doivent avoir une force d'impact de l'autre côté de la protection après le choc de 20 kN. Par contre, la protection de niveau 1, elle doit disperser 15% de cette force sur la surface de la protection. Et la protection de niveau 2, elle doit disperser 30% de cette force sur la surface de la protection. Donc en fait, vous allez avoir un impact qui sera nettement moins ressenti à l'intérieur de votre corps et de vos organes avec une protection de niveau 2. Et en tout dernier de cette norme EN 1621, il y a la tirée 4 qui régit, elle, les airbags. Donc gilet airbag, c'est quelque chose qui évolue, il y a plein d'offres sur le marché. Je trouve bien, j'en ai pas personnellement, mais je trouve bien. Et surtout ceux maintenant qui sont capables de se déclencher tout seul avec des systèmes de calculation à l'intérieur. Il n'y a plus besoin de se brancher à la moto et du coup d'avoir le risque d'oublier de se débrancher en descendant de moto et de faire péter son airbag bêtement sans être tombé. Le problème de la norme, c'est qu'en en fait, elle donne un temps de calcul ou d'ouverture de l'airbag de 200 millisecondes. Ça peut paraître court, mais en fait, c'est assez long, 200 millisecondes. Lors d'un impact contre un mur, par exemple, à 50 km/h, vous allez mettre que 100 millisecondes à atteindre le mur. Ça veut dire que vous aurez déjà atteint l'obstacle quand l'airbag commencera à se déployer. Après, dans la réalité, les fabricants font mieux. Et typiquement, Ixon propose un airbag qui s'ouvre complètement en 55 millisecondes. Donc en fait, vous êtes super bien protégé et beaucoup mieux qu'avec une dorsale, suivant comment. La norme régit aussi une force d'impact résiduelle. Pour le niveau 1, c'est une force de 4,5 kN qui sera ressentie derrière l'airbag au maximum. Et pour le niveau 2, une force de 2,5 kN au maximum après impact. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup moins que pour les autres équipements, donc je pense que l'airbag c'est une bonne chose puisqu'en fait vous faites encaisser quand même vachement moins de choc à votre corps en cas d'accident. Voilà, ce que je peux encore vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que les normes c'est bien pour établir un niveau de protection minimal. Par contre, beaucoup de fabricants excèdent les attentes des normes, mais tous les vêtements ne sont pas normalisés. Il faut faire attention sur les sites de grande distribution, puisque souvent on vous marque que tout est normalisé CE, etc. Mais c'est souvent pas le cas. Souvent les vêtements sont juste marqués CE, comme on l'a vu sur certains de mes équipements, ou des fois on va vous marquer même pire que c'est juste un équipement E89-686. Et donc en fait c'est un simple EPI, ça pourrait être un gant de jardin comme une boîte de jardinage ou je ne sais, pour une utilisation quelconque, mais pas du tout un vêtement de moto. Donc méfiez-vous de ça et méfiez-vous de ce qui est marqué sur les sites internet. Si vous avez un doute, écrivez-leur un email ou appelez-les avant de commander. Parce qu'une fois après que vous ayez commandé, eux ils ont donné les informations et ils n'accepteront pas que vous vous retourniez contre eux. Donc faites attention avec ça, ça vous évitera des déceptions, ça vous évitera aussi de vous faire avoir
avec des articles que vous n'auriez pas achetés autrement. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les équipements de protection. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous serez resté avec moi jusqu'à la fin. Ça fait beaucoup de chiffres, c'est EN et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est intéressant et que c'est surtout important de savoir ce qu'on achète, savoir à quoi s'en tenir et savoir comment on est protégé au mieux. Parce que la moto, c'est chouette, mais bien protégé, c'est encore mieux parce qu'on a la conscience tranquille et on fait ça avec plus de plaisir, je trouve. Je vous dis à bientôt sur Bike. Ciao!